Chers consoeurs, chers confrères, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet ô combien actuel, la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, pour commencer, le 4 mars 2019, le président de la République française adressait une lettre à tous les citoyens européens dans les 24 langues de l'Union européenne, une lettre qui était téléchargeable sur le site de l'Élysée. Et il proposait de mettre en place une conférence pour l'avenir de l'Europe afin de proposer tous les changements nécessaires en violant un tabou qui était celui de la révision des traités. Alors cette conférence, selon lui, devait associer des panels de citoyens, auditionner des universitaires, des partenaires sociaux, des représentants religieux et spirituels, et elle devait définir une feuille de route pour l'Union européenne, traduisant en actions concrètes ses grandes priorités. Alors l'accueil était assez mitigé. À quel titre le président français a envoyé une lettre à tous les Européens? Et la réaction la plus difficile était celle de Annegret Kramp-Karrenbauer, qui était la présidente de la CDU à l'époque, qui n'était pas du tout d'accord avec le bouclier social proposé par Emmanuel Macron, mais qui avait proposé le transfert de la France à l'Union européenne, du siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, et le regroupement du Parlement européen, son siège à Bruxelles, donc la fermeture du Parlement à Strasbourg. Ceci après que Emmanuel Macron ait fait un discours remarqué au Bundestag, puis a signé le traité d'Aix-la-Chapelle. Inversement, en Allemagne, les SPD et les Verts étaient plutôt favorables, de même que le Premier ministre belge Charles Michel et le libéral Guy Verhofstadt. Alors, on a mis plus d'un an pour s'entendre pour cette conférence. Tout d'abord, il a fallu définir un président, ce qui est très compliqué. Et comme on n'a pas réussi à s'entendre sur un nom d'un président, on en a pris trois. Le président du Parlement européen, David Sassoli, récemment décédé, le Premier ministre portugais à l'époque, Antonio Costa, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui ont signé une déclaration commune de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Mais trois facteurs ont remis complètement en cause ce projet: la crise sanitaire, début 2020, le changement de majorité en Allemagne, nouveau gouvernement 13 décembre 2021, et puis la guerre en Ukraine, 21 février 2022. Alors la crise sanitaire, je rappelle quelques éléments. Il y a eu le lancement d'une Europe de la santé, alors que normalement la santé n'était pas une compétence européenne, c'était une compétence purement nationale. On a développé plusieurs éléments, un plan cancer européen, que les Lyonnais connaissent bien, puisque la responsable au niveau européen est Véronique Trier-Lenoir, qui était donc professeure à Lyon Sud, et on a créé une autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, dénommée avec le sigle anglais ERA, parce qu'on avait été assez épaté la façon dont les Américains avaient réagi. On se rappelle de cette séance où Trump avait réuni les grands labos américains, les chercheurs, en disant: il vous faut combien? Il vous faut 5 milliards de plus, je paye en avant. Et ensuite, une autre conséquence qui était inimaginable, on a lancé un plan de relance au niveau européen avec un endettement commun, ce qui était inimaginable 3 mois avant. Donc, Next Generation EU, un instrument mais temporaire. On a bien dit que c'était que temporaire qu'on puisse avoir un endettement européen, non pas permanent, et avec le budget standard qui avait été voté, au total on montait à plus de 2000 milliards de financement européen. Et puis est arrivé le changement de majorité en Allemagne. La CDU, qui était au pouvoir avec Angela Merkel depuis 16 ans, n'a pas été reconduite. Et on a fait une coalition feu tricolore, feu clignote
sémaphore avec le premier parti, le SPD, les socialistes, les Verts et les libéraux. Et dans l'accord de coalition, il est écrit noir sur blanc, nous voulons une convention constituante conduisant l'Union vers un État fédéral européen, organisé de manière décentralisée, selon les principes de subsidiarité et de proportionnalité et sur la base de la Charte des droits fondamentaux européens. C'était vraiment une reprise assez directe du projet des Verts pour la campagne électorale. Au passage, quand vous regardez la campagne électorale allemande, les Verts avaient fait un programme de 144 pages, parfaitement étudié, structuré, technique, avec des graphiques magnifiques, des belles statistiques. Et je pense que dans certains autres pays, on pourrait s'inspirer de l'exemple allemand. Mais nous voyons que ces crises illustrent parfaitement la remarque de Jean Monnet: les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Puisque ces trois crises nous permettent d'envisager des changements qui étaient inenvisageables il y a quelques mois. Aussi, lorsque le vice-président m'avait demandé un sujet de conférence, moi j'ai dit, je vais parler du projet de conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été lancé, mais dans l'intervalle, le sujet a quelque peu changé, ce qui explique que dans le résumé que j'ai fait, j'ai bien pris la peine de préciser la date à laquelle j'avais rédigé ce texte. Alors, je crois qu'il n'est pas inutile de tout de même se remettre à l'esprit le fonctionnement actuel de l'Union européenne. Ce fonctionnement est fondé sur deux traités. Le traité, ce qu'on appelle le traité sur l'Union européenne, le traité de Maastricht, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est donc le traité de Rome. Donc, l'Europe, c'est une construction juridique. Alors, voici la liste des traités, différentes années. Alors, j'ai marqué évidemment en 2005 le projet de traité sur la Constitution européenne, qui n'en était pas d'ailleurs la Constitution, mais qui a été rejeté à la fois par les Pays-Bas et par la France. De ce fait, on est obligé de réintroduire une partie seulement des données de cette Constitution européenne dans les traités actuels, alors que le projet de Constitution remplaçait totalement les traités. Donc on a modifié le traité de Rome et on a modifié le traité de Maastricht, et tout ça, ça donne un joli petit livre qui est la Bible de tous ceux qui s'intéressent à l'Europe, les traités avec les annexes, etc. Alors, ce qui est bien intéressant de comprendre, c'est que dans tous les traités, il y a cette phrase importante: le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe. C'est cette idée qu'on rajoute des traités, et à force de rajouter les traités, un jour, l'Europe sera vraiment un État. Il y a que les Britanniques qui avaient obtenu que cette phrase ne s'appliquait pas à eux, ce qu'avait exigé David Cameron. Et ceci est souligné dans une célèbre décision de la Cour européenne de justice. La Cour reconnaît que par leur adhésion à la CE, les États membres ont accepté la limitation de leur souveraineté et que leurs citoyens ont désormais la possibilité de s'appuyer sur les traités pour faire valoir leurs droits devant les juridictions nationales. C'est-à-dire que le premier juge du droit européen, c'est le juge national. Et nous voyons des débats qui se sont lancés en Pologne et un petit peu aussi en Allemagne, et aussi dans la campagne électorale française, pour savoir si le droit européen était supérieur au droit national. Si on admet que le droit national est toujours supérieur au droit européen, comme la construction européenne est une construction juridique, il n'y a plus de construction européenne. Alors, dans le même temps, les 6 pays originaux étaient passés à 28. Donc, en 1973, Danemark, Irlande, Royaume-Uni, puis la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, Finlande et Suède, et en 2004, le grand élargissement avec les pays d'Europe de l'Est, auxquels se sont ajoutés la Bulgarie, la Roumanie,
Actuellement, nous avons des candidats qui se présentent. L'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qu'on appelle la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie. Alors la Turquie, je mets à part parce que ça date de 40 ans, leur demande, et il n'y a aucune chance d'aboutir. La Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, et nous revenons dans l'actualité avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Alors, il faut bien voir. Bon, je vais passer en vitesse. Voir que le système fonctionne avec des compétences dans 3 domaines. Il y a des compétences exclusives qui ne dépendent que de l'Union européenne. Exemple, la pêche, parce que les poissons ne s'arrêtent pas aux frontières des eaux territoriales. Et si un pays fait n'importe quoi dans ses eaux territoriales, ça a quelques conséquences pour les voisins. Il y a un autre domaine où de compétences partagées. Les États agissent ainsi que l'Union, et d'autres domaines où il y a une compétence d'appui, où l'Union peut appuyer donc des politiques nationales. Alors, se rappeler les institutions, à la tête nous avons le Conseil européen. Le Conseil européen qui réunit les États, les chefs d'État et de gouvernement. Il y a une réunion demain et après-demain qui se fait à Bruxelles, le Conseil européen. Ensuite, nous avons le Parlement européen, qui maintenant est élu au suffrage universel, le Conseil des ministres, avec une présidence tournante, et actuellement la présidence, c'est la France qui a la présidence du Conseil des ministres. La France est présidente du Conseil des ministres de l'Union européenne, et non pas présidente de l'Union européenne, comme le disent parfois les journalistes. Et puis, nous avons la Commission européenne. À côté, il y a la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions, la Banque européenne d'investissement, la Banque centrale européenne et tout un ensemble d'agences. Alors il y a une chose que peu de gens savent, c'est que le Conseil européen est devenu progressivement l'instance dominante dans l'Union européenne. C'est-à-dire que ce sont les États, les chefs d'État et de gouvernement qui non seulement donnent les orientations générales, mais précise également même des textes, ce qui est c'est une violation complète des traités. D'ailleurs, même au Parlement européen, on songeait à attaquer le Conseil européen dans la Cour de justice. Et ensuite, il y a un organisme dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, qu'on appelle le COREPER, le Comité des représentants permanents, et qui sont là, eux, en permanence, par rapport aux chefs d'État. Et néanmoins, ce Conseil européen, qui doit se réunir normalement, d'après les traités, une fois par trimestre, s'est réuni, par exemple, 13 fois en 2020. Alors voilà comment ça fonctionne. Vous avez ce conseil, le Conseil de l'Union européenne, le COREPER 2, qui réunit les ambassadeurs auprès de l'Union européenne, le COREPER 1 qui réunit les adjoints, et puis tout un tas de groupes de travail, etc. Si bien qu'à Bruxelles, vous avez 2 énormes bâtiments, qui sont le bâtiment du Conseil européen et le bâtiment du Conseil de l'Union européenne, et chaque année, les États louent de nouveaux mètres carrés pour y mettre des fonctionnaires nationaux qui gèrent les problèmes européens. Et comme je le dis dans la presse, l'Europe est gérée par des fonctionnaires apatrides de Bruxelles. Je dis c'est faux, parce qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires nationaux qui se réunissent sur place. Alors, il y a une belle bataille qui est illustrée, par exemple, le Parlement européen. Le siège officiel du Parlement européen se trouve à Strasbourg, le secrétariat se trouve à Luxembourg, et le Parlement européen réunit la plupart de ses séances à Bruxelles, et toutes les réunions de commission ont lieu à Bruxelles. Si bien que c'est un circuit énorme qui coûte, on estime que ça coûte environ 300 millions d'euros par an d'organiser cette transhumance. Et puis alors on a créé aussi des agences. Et chaque pays se bat pour avoir son agence. Par exemple, pour les brevets, l'agence qui gère les brevets européens est à Munich. Mais l'agence qui gère les marques, elle se trouve à Alicante en Espagne.
Alors sur la France, je me suis amusé à regarder les agences qui sont en France. Il y a l'Office communautaire des variétés végétales qui se trouve à Angers, avec 40 personnes. L'Agence ferroviaire européenne qui est localisée à Valenciennes mais qui se réunit à Lille. L'Autorité européenne des marchés financiers, ça c'est Paris. L'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Et puis le dernier qu'on a récupéré, qui était à Londres, qu'on a récupéré, qui est l'Autorité bancaire européenne qui est à Courbevoie. Chaque État s'est battu, chaque gouvernement, pour montrer à ses électeurs qu'il défendait le rôle du pays dans l'Europe. Ça favorise beaucoup, je pense, le trafic aérien dans l'Union européenne. Mais non seulement d'avoir créé des agences, c'est divisé, les États ont créé entre eux des institutions qui ne relèvent pas des traités. Il en est ainsi du mécanisme européen de stabilité qui a été créé en 2012 et qui est un traité international avec un établissement permanent et siège à Luxembourg et qui ne relève ni de la Commission ni de la Cour de justice, c'est quelque chose qu'on a créé en plus. Et Juncker avait essayé de le faire intégrer dans les traités, il n'y est pas arrivé. Pour vous montrer à quel point ce sont les États qui, de plus en plus, ont récupéré le pouvoir. Alors, un petit mot sur le Parlement européen, la composition actuelle. Le premier parti au Parlement européen, c'est le Parti populaire européen, qui correspond à la CDU, la CDU, ensuite les socialistes. Ensuite, le groupe Renew, qui est le groupe libéral, dans lequel on a retrouvé des députés élus sous l'étiquette Macron. Ensuite, les Verts. Et là, j'ai tout de même mis où sont les eurodéputés français. Le premier groupe est maintenant Renew, qui était à 23 à l'origine, mais il y a une verte qui vient de changer de groupe, qui est passée chez Renew, donc les macronistes, pour faire simple. Ensuite, il y avait le Rassemblement national qui avait 23 députés, mais il y en a 5 qui ont rejoint Zemmour et qui se retrouvent maintenant dans les non-inscrits. Les Verts qui sont 12, les LR 8, la France Insoumise 6 et le PS 6. Alors comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, il y a deux moyens de fonctionner. La procédure législative ordinaire, qui est une double majorité, 55% des États membres, soit 16 pays, représentant 65% de la population totale des pays. Mais il y a tout un tas de cas dans lesquels il faut absolument réunir l'unanimité pour décider. L'unanimité, c'est-à-dire que chaque État dispose d'un droit de veto sur les décisions à prendre au niveau communautaire. C'en est ainsi sur la fiscalité, la politique étrangère, la politique de défense. Alors comment ça se passe? La Commission présente une proposition au Conseil et au Parlement européen pour faire un texte. Ensuite, cette proposition est envoyée à tous les parlements nationaux. À l'Assemblée nationale française, il y a une commission spécialisée sur les problèmes européens, ainsi qu'au Sénat français. Donc, les rapports du Sénat sont souvent très intéressants. Donc, les 27 parlements nationaux, enfin, les 27, ça peut faire 54 dans certains cas, jugent les propositions de la Commission, renvoient ceci via à Bruxelles. Donc, vous voyez les délais que ça peut prendre. Donc, le Conseil et le Parlement adoptent une proposition législative, soit en première lecture, soit en deuxième lecture. Quand je dis Conseil, ça veut dire le Conseil de l'Union européenne, c'est pas le Conseil européen. Alors, s'il n'y a pas d'accord, on met un comité de conciliation, etc. Et si il n'y a pas d'accord sur la troisième lecture, le projet est rejeté. Alors, on a voulu se battre ou limiter les effets négatifs du problème du principe de l'unanimité. Parce que quand vous êtes, on croirait à tort que le principe de l'unanimité, ça suppose que 27 pays soient d'accord. Grosse erreur.
Actuellement, c'est plus 27, c'est 42. Parce que pour que, par exemple, pour l'Italie, la Chambre des députés et le Sénat ont le même pouvoir. Donc, si un texte européen est voté par la Chambre des députés et refusé par le Sénat italien, le projet est bloqué au niveau européen. Alors, les champions, ce sont les Belges. Pour qu'un projet soit réputé et adopté par la Belgique, il faut qu'il soit adopté par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la région de Bruxelles, le Parlement de la région francophone, de la région germanophone et le Parlement fédéral. Donc, il y a 5 institutions en Belgique qui ont chacune le droit de bloquer un projet européen. Vous vous souvenez peut-être que le Parlement wallon avait bloqué pendant 6 mois l'accord commercial avec le Canada. Donc, aujourd'hui, on n'en est plus à 27, mais on en est à 42. Alors, on pourrait essayer d'échapper à ces règles qui bloquent. Dernier blocage en date, hier. Il y a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères et des ministres de la Défense au niveau européen pour examiner les problèmes ukrainiens, voir si on allait mettre des sanctions complémentaires, prendre des initiatives supplémentaires, etc. Et puis il y a M. Orban, le Hongrois, il a dit non, moi je ne suis pas d'accord. De toute façon, les Russes sont très gentils avec moi, ils viennent de me vendre du gaz à la moitié du prix auquel ils le vendent aux Allemands, et je mettrai mon veto à toute mesure supplémentaire punissant la Russie. Et si la Hongrie met son veto, eh bien, il n'y aura pas de décision prise. Alors on va voir comment ça va se régler demain. Puisque... Alors, pardon, on a donc créé, j'étais trop vite. Alors on a donc créé ce qu'on appelle des coopérations renforcées. Donc on a décidé que sur un certain nombre de domaines, un groupe d'au moins de 9 pays pouvait décider d'avoir une coopération renforcée qui n'était pas aux autres. Ce qui est le cas du parquet européen qui a été créé récemment et qui concerne donc 19 pays, oui, qui concerne 19 pays, puisqu'il y a déjà 2 pays qui échappent à toute décision qui, hors des traités en matière judiciaire, c'est donc la Suède et le Danemark, qui a voté tout un tas d'exceptions, le Danemark, et puis la Hongrie, la Pologne, et j'en oublie un troisième, n'ont pas voulu accepter aussi ce parquet européen. Exemple du parquet européen, tout neuf, c'est la semaine dernière, 18 mars, l'ancien Premier ministre bulgare a été interpellé, il a été mis en prison 24 heures et il en est sorti, car on estime qu'il avait détourné des fonds européens à son avantage. Puis alors on a nommé à la tête de ce parquet une Roumaine qui est vraiment une femme à poignard. On a nommé contre l'accord de son gouvernement, d'ailleurs. Alors, le seul organisme de type fédéral qui existe dans l'Union européenne, c'est la Banque centrale. Il y a un comité des gouverneurs qui représente, avec les gouverneurs des 19 pays membres de la zone euro, et qui décide autour de la présidente, donc qui est Mme Lagarde. Alors, il est intéressant de regarder l'état des opinions publiques. Depuis plusieurs années, l'Union européenne fait suivre l'opinion publique grâce à ce qu'on appelle des eurobaromètres. Eh bien, on constate tout d'abord, oui, que ça soit bien, que d'une façon générale, les Européens pensent que l'Union européenne est une bonne chose. C'est la ligne bleue. En jaune, une chose ni bonne ni mauvaise, et en rouge, une mauvaise chose. Donc, il y a une adhésion croissante, légèrement croissante, à l'Union européenne. Et une des illustrations, par exemple en France, c'est que lors des dernières élections européennes, il y a eu un taux de participation au vote qui était supérieur au précédent. Alors, sur la France, vous voyez, on est là. 58% pensent que c'est une bonne chose, 34% ni bon ni mauvais, et 7 qui sont d'avis négatif. On demande aussi aux gens, alors la France, on est, je me retrouve,
trouve là, voilà. Vous êtes favorable à l'Union européenne à la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Et puis nous voyons vous êtes plutôt favorable à l'Union européenne, mais pas à la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Donc voilà la position en France. Et ceux qui sont opposés à l'idée européenne en général, la France, c'est du 6%. Il faut aussi ajouter que la France est le pays champion pour ne pas parler de l'Europe dans ses moyens de diffusion. Par exemple, la télévision française, sauf une émission qui s'appelle C'est la faute à l'Europe, il n'y a pas d'émission spécialisée. La grande émission politique en France, qui est C'est dans l'air, n'a fait aucune émission sur les élections au Parlement européen, aucune émission sur la constitution de la Commission. Par contre, elle avait consacré beaucoup d'émissions au Brexit. Et Dieu sait si... Enfin, j'ai fait partie des gens qui leur ont envoyé quelques lettres assez sévères, mais apparemment, ça ne les a pas fait bouger. Et cependant, dans l'ensemble, les gens sont heureux de vivre dans l'Union européenne. Et je pense que ce qui se passe dans la croix, c'est de satisfaire. Alors, intéressant de voir que même lorsqu'on interroge l'opinion publique, on s'aperçoit que les gens tiennent beaucoup à l'indépendance nationale, à la loi des termes, etc. Et néanmoins, ils sont à 75%, alors c'est une étude française, à se prononcer pour une politique de sécurité et de défense commune, et même 62% des Français sont favorables à la mise en place d'une armée commune aux États membres de l'Union européenne. Ceci avant les c'était un sondage 2019. Mais ils sont que 37% à estimer qu'une telle armée puisse voir le jour dans les 15 ans à venir. Alors là, j'ai produit un peu, en gros, les défenses militaires des différents pays. Vous voyez que la France est le seul, pratiquement, avec la Roumanie, qui atteint les 2% fixés par l'OTAN. Pour ceux qui font partie de l'OTAN, je vous rappelle que ni la Finlande, ni la Suède, ni l'Irlande n'en font pas. Quelques mots sur la France et la présidence de l'Union européenne. Alors, une des caractéristiques françaises, c'est tout de même un peu le repli sur soi-même. 17% des sondés en France pensent qu'on doit faire des échanges avec le reste du monde. 40%, on doit s'entendre avec les autres pays européens pour produire tout ce dont on a besoin. Et 43%, qui pensent que la France seule doit produire tout ce dont elle a besoin. Vous savez, vous avez peut-être vu qu'il y a un énorme projet européen avec des milliards engrangés en matière de semi-conducteurs, et même avec ce projet, on ne dépassera pas 20% de nos besoins en semi-conducteurs. Donc si vous pensez qu'on doit faire tout en France, ça n'a pas sens. Alors les Français pensent, c'est des projets français, on veut beaucoup de choses sur le numérique, les grandes entreprises, mettre en place un service civique européen, taxer les produits importés dans l'Union européenne, créer un mécanisme de soutien, etc. Donc il y a tout ce système de contrôle qui est typiquement français. Alors la conférence sur l'Union et la conférence sur l'avenir, on s'aperçoit que 67% des Français n'en avaient jamais entendu parler. Oui, mais on ne sait pas bien ce dont il s'agit, et ne sait pas, il y a donc le nom, et puis oui, et vous savez ce dont il s'agit, c'est 10%. Alors que nous dit Guy Verhofstadt? Alors, Guy Verhofstadt, c'est lui qui était désigné par le Parlement européen pour représenter le Parlement européen dans cette conférence. Et Guy Verhofstadt, c'est un fédéraliste affirmé. Voilà ce qu'il écrivait. Face aux grandes puissances mondiales,
les États européens pris individuellement perdent progressivement leur pouvoir d'action, leur autonomie et donc leur souveraineté, hein, et que actuellement, si on continue comme ça, eh bien, l'Europe risque de ne pas survivre au XXIe siècle. Alors, quels sont les éléments qu'il y a dans cette conférence? Une plateforme numérique multilingue pour recueillir les avis des uns et des autres, des événements décentralisés, hybrides ou en présentiel, organisés soit localement, soit régionalement, nationalement en toute l'Europe, des panels de citoyens européens, et une séance plénière qui sera chargée d'en tirer des conséquences, tirer une synthèse de tout ce qui est prévu, fasse l'objet d'un débat dont l'issue n'est pas déterminée à l'avance. Alors, on ne sait pas à quoi on va aboutir. Alors, c'était très difficile de lancer l'opération, parce qu'on ne savait pas qui, comme vous l'avez dit, on ne savait pas qui allait être président, et donc on en a pris 3. Et chacun dans les limites de sa sphère, des sphères de compétences. Alors, voilà en gros comment ça marche. Alors, vous avez un graphique qui est en langue anglaise. Je n'ai pas pu trouver sur le site de la commission l'équivalent en français. Donc, nous avons cette plateforme digitale multilingue, les 4 panels de citoyens, sessions plénières, dont une va se tenir à Strasbourg, donc jeudi et vendredi, où j'avais l'honneur d'être convié. Ensuite, on s'arrête au dernier moment par la présidence commune. Comme a dit un politologue anglais, on s'est donné beaucoup de peine pour faire un système pour être sûr qu'il n'aboutisse à rien. Alors les 4 panels sont une économie plus forte, justice sociale, emploi, rééducation, etc. Démocratie européenne, les valeurs et les droits, État de droit, sécurité, changement climatique, environnement, santé, et l'Union européenne avec le problème de la migration. Alors la chronologie, nous en sommes là actuellement. Donc au mois de mars, la conférence plénière va se tenir bientôt, et le rapport final sera présenté avant la fin du semestre. La présidence française, pour des raisons que vous comprendrez facilement, tenait beaucoup à ce que la conclusion soit faite alors que la France assurait la présidence. Alors, quelle est la situation en mars actuellement? Il y a eu, depuis 50 000 participants à la plateforme, ce qui n'est pas énorme au niveau européen, qui ont partagé 16 000 idées, 6 000 événements ont été organisés, et les échanges sont intensifs. Bon, tout ceci a été évidemment décuplé par l'utilisation du travail à distance, de Zoom et d'autres outils informatiques. Voici Guy Verhofstadt au Parlement. Alors, il pense que l'enthousiasme des panels de citoyens est formidable, les attentes sont élevées, et il faut maintenant trouver des réponses aux questions qui ont été soulevées. Alors, j'ai pris parmi les milliers de propositions qu'on trouve sur le panel, c'est en français, ça ne vous étonnera pas, qui a proposé qu'il y ait un président de l'Union européenne qui soit élu par le peuple. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui identifier comme étant la tête de l'Union européenne. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui soit la tête. Il faut élire le président de l'Union européenne au suffrage universel direct, dans un scrutin qui se déroulera en même temps que les élections au Parlement européen. Je souhaite bien du plaisir à celui qui sera capable de faire une campagne électorale dans 24 langues différentes. Même ça va limiter le nombre de candidats possibles.
Et vous voyez les Français sur un sondage 2019 qui sont au total favorables à 62% à l'élection d'un président de l'Europe au suffrage universel. Donc 13% très favorables. Alors voyons maintenant comment la crise ukrainienne modifie cette construction européenne. Je crois que j'ai pris, pour symboliser la crise ukrainienne, cette photo terrible des 109 enfants, c'est la semaine dernière, tués au cours des événements, symbolisés par 109 poussettes sur une place de Kiev de l'autre ville. Alors, ça nous repose le problème. L'Ukraine a dit on veut reposer notre demande d'adhésion à l'Union européenne et, je vous rappelle, la liste des pays candidats. Mais si nous passons à 36 États et 33 langues, avec le système actuel, c'est ingérable. Déjà 27, ça ne marche pas très bien, mais à 36, c'est impossible. D'autant plus qu'il y a des choses que l'on... Il faut savoir que dans le traité de Lisbonne, il y a tout de même un article 42.7 qui rappelle l'article 5 du traité de l'OTAN, qui est un problème de soutien militaire entre pays en cas d'agression. Ça n'a été utilisé qu'une fois, vous savez par qui? Par la France, après les attentats de Bataclan. La France a demandé l'aide de ses partenaires européens pour lutter contre le terrorisme. Mais l'article 42.7 rappelle bien que ceci demeure conforme aux engagements souscrits au sein du traité de l'Atlantique Nord, en sachant qu'il y a des pays de l'Union européenne qui ne sont pas membres du traité. Bon. Alors ce thème européen avait déjà marqué l'Ukraine depuis un certain temps. J'ai pris la carte des élections présidentielles de 2010 en Ukraine. Il y avait un candidat qui voulait une majorité pro-européenne, ce qui est en bleu, et un candidat qui poussait un rapprochement avec la Russie, qui est en rouge. Et c'est celui finalement, le pro-russe, qui avait gagné à cette époque. Puis il y a eu la révolution de Maïdan, phénomène, tout ça que vous connaissez bien. Révolution de la dignité en 2014. Et donc, sur cette place de l'indépendance, à Kiev, et il y a eu une nouvelle élection présidentielle le 25 mai 2014 avec l'élection de Porochenko, que vous avez pu voir ces jours à la télévision en tenue militaire, puisqu'il s'est engagé comme soldat dans les troupes locales. Et l'élection se déroule en 2014 dans un contexte tendu, puisque c'est à cette époque, après la crise de Crimée, il y a eu une insurrection pro-russe dans le Donbass, et la participation a été relativement basse, puisque les zones pro-russes n'ont pas participé. Alors, en 2019, c'est l'actuel président qui a gagné les élections. Il a battu l'ancienne première ministre, Yulia Tymoshenko, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait ses tresses blondes, qui étaient bien connues, qu'on avait incarcéré pendant un certain temps. Et c'est l'actuel président qui a gagné les élections avec 73,2% des voix. Alors la question que l'on peut se demander, si c'est ce qui se passe en Ukraine, va être un fédérateur de l'Europe. Alors c'est une phrase que j'ai mise sur le petit résumé que je vous ai proposé. La première ministre de Lituanie déclare, le lendemain
de la déclaration d'indépendance, de la reconnaissance de l'indépendance du Donbass. Ce à quoi nous avons assisté peut sembler surréaliste pour le monde démocratique, mais la manière dont nous allons répondre déterminera notre avenir pour les générations futures. Et Ursula von der Leyen qui remarque, on a fait plus en 6 jours qu'au cours des 20 dernières années en ce qui concerne la défense et la politique étrangère. Alors, l'homme qui a beaucoup inspiré, qui inspire le fédéralisme européen, est un Italien qui est Altiero Spinelli. Altiero Spinelli est né donc en 1907, était membre du Parti communiste italien, ce qui lui a valu d'être incarcéré à l'époque de Mussolini, lors des lois fascisticides de 1927 à 1926, et il a passé 17 années de sa vie en prison. Il a fini à Ventotene, qui est une île au large de la Ligurie. Alors, il avait réuni ce qu'on appelle le Congrès du peuple européen, faisant élire des délégués dans toute l'Europe. Et voici son discours au Congrès de Turin en décembre 1957, qui dit « Si nous ne faisons pas l'Europe, nous disparaîtrons ». J'avais eu la chance d'être élu à Lyon, et je me rappelle ce discours absolument mémorable à Turin, au Palazzo Madama, là où avait été démarré les audiences. Voici le bureau directeur du mouvement fédéraliste européen qui s'était tenu à Lyon. Vous avez Piet Hoeks, qui devenait sénateur aux Pays-Bas, Spinelli, Muschelli, qui était le président, qui s'est tué dans un accident de montagne, Amedeo Mortara, qui était le représentant de la communauté juive italienne, et votre serviteur, qui avait à l'époque quelques années de moins. Et il avait fondé ce qu'on appelait le Club du Crocodile, ainsi nommé parce qu'il se réunissait dans un restaurant de Strasbourg qui s'appelait le Crocodile. Et donc, ils ont poussé un projet de traité européen, ils ont fait un projet de traité de l'Union européenne qui a été adopté par le Parlement européen par 238 voix contre 31 et 43 abstentions. Je pense qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a dû voter pour. Et c'est alors que le Parlement européen avait accueilli François Mitterrand le 24 mai 1984, qui, dans un discours mémorable, que vous pouvez retrouver sur les sites internet, affirme que toute cette construction européenne se fera, car notre jeunesse en a besoin, car notre dépendance, celle de nos patries et celle de l'Europe est à ce prix. J'ai trop confiance en notre histoire pour admettre que nous ne puissions jamais nous laisser aller au déclin. Mais il ne faut pas que cela se fasse trop tard. Ainsi, votre rôle, notre rôle exaltant, est-il de prévenir l'inéluctable, de réussir l'improbable, de réaliser l'espérance et de perpétuer par sa jeunesse retrouvée une grande civilisation, la nôtre. Et je sais que Dominique Saint-Pierre était dans l'Assemblée quand François Mitterrand a fait son discours. Et que lui dit Spinelli? Eh bien, il faut ne plus continuer à faire comme autrefois, à remettre ces projets de construction européenne aux diplomates et aux spécialistes des ministères des Affaires étrangères, mais il faut que le Conseil européen confère au Parlement européen un pouvoir constituant, ce que dit le programme du gouvernement allemand, chargé de préparer un texte qui sera soumis à référendum dans chacun des pays, et les pays qui refuseront, mais ne font pas partie de l'ensemble. Ce qui sera contrairement à ce qui s'est passé en 2005 avec la Constitution européenne, où il a suffi que 2 pays disent non pour bloquer tout. Cette fois, on dira, vous dites non, vous en faites. Vous ne ferez pas partie, vous serez associé, mais vous ne serez pas dans le groupe. Ce qui change un petit peu la procédure de décision. Alors, j'ai trouvé une statistique intéressante pour voir comment les Français réagissent dans les référendums européens. C'est une étude qui a été faite par la CEVIPOF de Sciences Po, à partir de 10 000 personnes qui avaient voté oui en 2005. Vous voyez, le traité de Maastricht en 1992
les gens de l'UMP avaient voté oui à 41%. Vous vous rappelez la campagne de Philippe Seguin contre ce traité, ainsi que François Fillon, qui était opposé à ce traité. Par contre, l'UMP, à la Constitution, ils ont voté oui à 80%, parce que celui qui proposait, c'était Chirac. Hein. Inversement, les socialistes avaient voté 78% pour Maastricht, parce que celui qui proposait était Mitterrand, et ils ont voté à 44% seulement au traité à l'Union européenne, à la Constitution, parce que là aussi c'était Chirac. Ce qui montre une fois de plus que les Français votent au référendum, non pas en fonction du sujet qui est proposé, mais en fonction du positionnement politique de celui qui pose la question. Alors j'ai trouvé cette phrase tout à fait remarquable dimanche, hein, c'est tout récent, de Ivan Krastev, qui est un politologue bulgare qui travaille en Grande-Bretagne. Nous ne savons pas ce qui se passera en Russie après Poutine, ni en Europe, qui se trouve actuellement dans une phase d'exaltation. Mais il ne faut pas faire les mêmes erreurs qu'en 89, l'écroulement de l'Union soviétique. À l'époque, nous pensions que l'Est allait changer radicalement, mais pas l'Ouest. Maintenant, la Russie va changer radicalement, mais nous aussi. Alors, reprenons un discours historique de quelqu'un qui avait vu ce que pouvaient être les États-Unis d'Europe, c'est Victor Hugo, dans son discours inaugural au Congrès international de la paix en 1849. Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour l'amener, car nous vivons dans un temps rapide. Nous vivons dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux qui est encore entraîné les peuples, et à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Quelle vision de Victor Hugo, et de penser dans le même texte que les canons seraient plus désormais que les objets de musée que l'on verrait dans des salles d'exposition disant « Vous voyez ce qui existait à une époque et qui n'existe plus sur notre champ ». Alors, espérons que cette évolution n'empêchera pas la Russie de devenir le plus rapidement possible un pays démocratique et pacifique, et qu'elle restera, du fait de tous ces rapprochements culturels que nous avons, qu'elle restera associée à un État fédéral européen. Et comme meilleur symbole de ce rapprochement, j'ai pensé à la mezzo-soprane Edina Galancha de Lettonie, qui a annulé tous ses concerts qu'elle devait donner en Russie, et Anna Netrebko, la Russe, dont les concerts à l'extérieur de la Russie ont été annulés. Et j'espère que là, elles sont associées l'une et l'autre pour chanter la barcarolle des contes d'Hoffmann. Et j'espère qu'un jour, le plus proche possible, elles pourront à nouveau, l'une à côté de l'autre, chanter une des grandes œuvres européennes. Merci de votre attention.